Bonjour, monsieur Abella. Bonjour, Monsieur Kimpton, comment allez-vous? Ça va du loin. Écoutez, étant donné que c'est une rencontre, ça s'appelle le rendez-vous de la lecture. Oui, Si vous avez nous fait le plaisir de nous faire part de vos trois écrits, deux recueils de poèmes et, au fait, un récit. C'est un récit que vous avez fait le troisième. j'ai deux recueils de poèmes et puis un témoignage, un roman témoignage de la décennie noire en Algérie, des années 90, Ah, quand il bon, y avait bon. la guerre civile. Donc, Donc voilà, ben, je vais vous présenter les trois livres que j'ai. Le premier, c'est D'amour et de chagrin, qui est édité en France par les éditions Jet d'encre. Et comme son titre l'indique, toute la poésie dedans est une poésie d'amour et puis de tristesse, hein. C'est un peu plus aussi mes expériences personnelles, et tout ce que j'ai connu à travers mon enfance, mon adolescence, etc. Voilà, ça c'est le premier recueil. C'est un recueil de 68 pages, édité en France par les éditions Jet d'encre. Le deuxième, il est sorti en décembre dernier chez les éditions Sidney Laurent. Il est intitulé Strophes écorchées. Pourquoi strophes écorchées? Parce que là-dedans, il y a des thèmes euh, d'actualité, hein, des thèmes qui interpellent la conscience humaine, comme les guerres, comme les migrations clandestines, enfin, des faits de société, hein. C'est beaucoup plus des faits de société qui sont là-dedans, à l'évolution des rapports entre les humains. C'est des thèmes qui m'interpellent et puis j'en ai à peu près une cinquantaine de poésies là-dedans. C'est pas des poésies progressistes, juste des poésies qui parlent de thèmes courants, hein, dans la vie courante des individus. Et mon troisième ouvrage, Les chiens du temps maudit, ça c'est un roman témoignage qui relate un peu l'histoire des familles qui sont déplacées du fait de la guerre civile ou de la guerre tout court et qui s'en vont dans des destinations inconnues, hein, là où ils connaissent personne, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de proches et puis ils doivent survivre. Survivre, premièrement, survivre pour les besoins tout à fait essentiels, la maison et puis la nourriture, et survivre à l'attente, parce que l'attente de quoi? C'est le grand point d'interrogation. La famille est dans un pays étranger, donc elle fuit le pays d'origine, se retrouve dans un pays tierce et elle ne connaît pas sa destination finale, hein. Donc elle attend. Elle attend, elle fait des demandes, elle fait une demande d'immigration au Canada, et puis c'est une attente qui ronge, hein. C'est une attente qui est là, et puis c'est sûr qu'il y a un espoir, une lumière au bout du tunnel, mais quand arrivera cette lumière? Et toute cette tragédie humaine est racontée dans ce livre, hein. Ce livre relate un peu ma vie avec des faits d'autres individus qui ont vécu à peu près les mêmes situations stressantes. Moi, j'ai été, c'est pas moi la victime, mais mon frère a été victime d'assassinat en Algérie pendant la guerre civile. Et je devais fuir parce qu'il y avait un dilemme. Dans cette époque-là, on tuait les journalistes. Et moi, j'étais journaliste. Mon frère n'a rien à voir là-dedans. Mais il a été visé. Est-ce que c'est une erreur sur la personne? Est-ce que c'est moi qui ai été visé? Et puis, euh, par, je ne pourrais pas dire heureusement, mais malheureusement, mon frère a été tué, mais c'est peut-être moi qui étais la cible. Donc, j'ai fui tout simplement. J'ai fui le pays avec un grand fardeau sur le dos qui était visé, moi ou mon frère. Et de là commence un périple
je m'en vais en Tunisie avec mes enfants et ma femme. Puis je connais personne en Tunisie. Donc, va falloir se débrouiller pour mener sa vie. Donc, on fait des petits jobs, on vit dans les hôtels et puis on essaie de trouver un petit appartement parce que l'hôtel prend beaucoup d'argent. Et il ne faut pas rester en Tunisie, il faut sortir de la Tunisie parce qu'en Tunisie, j'avais un visa touristique. Je n'étais pas résident en Tunisie ou immigrant. Donc, il fallait faire une demande d'immigration au Canada et attendre. Et pendant toute cette attente, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont succédés et que je raconte dans ce livre-là jusqu'au dénouement final où j'arrive au Canada. Moi, je suis arrivé au Canada en juillet 1996. Et c'est là où commence une nouvelle vie. Hein? On repart à zéro. Alors, il y a le problème de l'intégration professionnelle, je veux dire, parce que l'intégration linguistique ne cause pas de problème. Je suis à la base francophone. Et je commence à chercher du travail. C'était dur. C'était une opération très acharnée. Donc, je me suis mis à envoyer des CV un peu partout, comme tous les immigrants qui arrivent. Mais au bout du compte, je n'ai pas réussi à avoir une job qui répond à mes compétences. Donc, je me suis réorienté vers les journaux communautaires et j'ai fait de la radio communautaire avec Radio Centre-Ville où j'animais une émission destinée à un public québécois qui s'appelait Magazine Centre-Ville. Je la passais chaque mercredi. Et j'animais aussi des émissions avec des confrères algériens qui sont là, qui ont fui le pays comme je l'ai fait. Et c'est une petite équipe francophone et on faisait de la radio pour la communauté maghrébine. Donc on passait des chansons, on les faisait intervenir, etc. Donc voilà, j'ai fait la radio. J'ai collaboré avec un journal qui s'appelle Maghreb Observateur, édité ici au Canada, et un autre journal qui n'a pas fait long feu d'ailleurs, qui s'appelait La Voix de Montréal. Voilà donc mon périple tunisien et puis comment je suis arrivé au Canada. Et pour l'occasion, je vous dirais que quand je suis venu le 13 juillet au Canada, on m'avait conseillé de m'habiller chaudement. Parce qu'il disait qu'il faisait froid là-bas. Mais arrivé à l'aéroport de Montréal, j'ai été assez surpris d'être accueilli par une chaleur étouffante. Je me suis dit peut-être que je me suis trompé de pays. Peut-être que j'étais en Afrique ou quelque chose comme ça. Mais là, je me suis habitué au froid. Hein. Ça fait 25 ans que je suis au Québec. Voilà. Écoutez, là, je suis justement vous parler de votre roman, votre roman Implication, en fait, c'est votre récit, parmi d'autres récits, vous racontez que certains Algériens ont vécu comme vous. Je vois ici que vous êtes également le Taxi Maghreb. Oui, ça c'est une mission francophone qui a été diffusée par Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, sur la rue Boulevard Saint-Laurent, et on le faisait chaque samedi. Donc Taxi Maghreb et Montréal la Baisse, c'est deux émissions alternatives. On faisait ça une semaine Taxi Maghreb, une semaine Montréal la Baisse. Montréal la Baisse, ça veut dire Montréal ça va. La Baisse en arabe, c'est ça va. Montréal, ça va. Puis Taxi Maghreb, c'est comme si on transportait des gens à travers le Maghreb, Tunisiens, Marocains, Algériens, et on les faisait intervenir sur des thèmes concernant
leur implication ici dans la communauté, leur intégration professionnelle, etc. Et on leur passait de la musique, voilà, pour les mettre un peu en relation avec les pays d'origine. Hein, c'est comme une passerelle médiatique qui mettait les Maghrébins d'ici avec le pays d'origine, donc le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Et c'était une émission qui était faite essentiellement par des Algériens. Hein. On était tous Algériens à faire cette émission, mais on n'a pas voulu lui donner le cachet algérien, mais juste maghrébin, pour que les autres communautés qui sont nos voisins, qui sont proches de la langue, la culture et la religion, puissent aussi bénéficier de ces diffusions. Actuellement, est-ce que ce roman, là, que vous avez écrit, est-ce que vous avez conservé des liens avec l'Algérie d'aujourd'hui, là? Oui. Moi, je suis toujours au fait de l'évolution des événements en Algérie. Est-ce que je vous dirais que la guerre civile a-t-elle profité au peuple algérien? Je dirais que non. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir qui est en Algérie, comme tout le monde le sait, est un pouvoir imposé par l'armée algérienne. Et ça a été tout le temps comme ça. Depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, c'est l'armée algérienne qui mène le bal. C'est elle qui choisit les présidents et les chapeaute et puis elle les intronise. Donc, même s'ils font des votes pour l'élection de n'importe quel président ou préfet, ou même les élections législatives ou municipales, sont toujours truquées. Elles sont toujours truquées. Il y a toujours des fraudes électorales qui se passent en Algérie. Aujourd'hui, il y a un soulèvement populaire qui est là depuis 2 ans, qu'on appelle le Hirak. Le Hirak, ça veut dire soulèvement populaire, contestation populaire. Et ces gens-là marchent chaque vendredi et les étudiants marchent chaque mardi avec des slogans. Mais c'est des marches, manifestations tout à fait pacifiques. Les gens ne veulent plus faire de la violence parce que la violence engendre la violence. Les Algériens l'ont compris. Ils ne veulent plus tomber dans le piège du pouvoir parce que c'est le pouvoir qui essaie de les pousser à faire de la violence. On a un pouvoir fantoche, il faut le dire, et c'est une mafia qui est au pouvoir. Hein. D'ailleurs, les slogans sont là pour l'attester. On dit à ces gens-là de partir parce qu'ils font partie de l'ancien système, un système pourri, où les généraux et puis les personnalités politiques ont dilapidé les biens publics à fond. Donc l'Algérie, qui est un pays riche, qui est un pays énorme en superficie, c'est le premier pays, grand pays d'Afrique, avec des richesses absolument inestimables. Et on se retrouve avec un peuple qui est abandonné à son triste sort. Un peuple où des étudiants, des universitaires sortent avec des diplômes, ne trouvent pas d'emploi, où la crise de logement est extrême, où la précarité, la pauvreté est légion. Donc, les gens ont marre de ce pouvoir. Ils sortent depuis 2 ans pour dénoncer les abus de ce pouvoir. Hein, parce que jusqu'à aujourd'hui, les autorités algériennes emprisonnent, torturent et essayent aussi de dire aux gens qui sont à l'extérieur de ne pas parler de l'Algérie sous menace d'être suivis par la justice. Et il y a beaucoup de journalistes qui sont à l'étranger ou d'activistes politiques qui sont à l'étranger et qui dénoncent ce système, mais qui sont persécutés. Ou c'est leur famille en Algérie qui est persécutée par les autorités qui font des représailles sur les familles de ces gens-là, ou
on essaye aussi de les traduire en justice et on envoie même des mandats d'arrêt internationaux contre ces gens-là pour les ramener en Algérie et les passer en prison. Donc voilà où se résume la situation politique aujourd'hui en Algérie. Il y a un président qui est choisi par l'armée et les gens ne veulent pas. Ils veulent choisir et élire les gens qui considèrent meilleurs et compétents. Et tous les symboles du système ancien doivent disparaître. D'ailleurs, il y a un slogan qui dit « Vous allez disparaître tous. Il faut que vous disparaissiez tous. » Tous, ça veut dire tous ceux qui ont appartenu au système algérien depuis 1962 à ce jour. Donc, on veut du sang neuf, on veut des jeunes, on veut des instruits, des compétents qui vont occuper des postes selon leurs compétences et selon leur notoriété aussi et leur probité par le peuple. Donc, c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui est maître de la situation et non pas ce pouvoir qui est là. Donc, les Algériens veulent changer, veulent aller vers la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de culte. Ce qui manque en Algérie, c'est ça. Donc, on ne veut plus rien savoir de ce pouvoir. Il faut qu'il parte. Vous confirmez un peu ce qu'une personne que je connais là, de l'Algérie, qui a communiqué avec moi, au niveau universitaire. Quand vous étudiez à l'université, il semblerait que les Algériens soient un peu plus surveillés. Oui, parce qu'il y a toujours eu la police militaire, hein, les services de renseignement qui surveillent beaucoup plus les activistes, hein, ceux qui font de la politique. Parce que faire de la politique en Algérie, c'est vraiment risqué avec ce pouvoir-là. Si c'était un autre pouvoir qui écoute, un autre pouvoir compétent, un autre pouvoir qui est démocrate, on pourrait dire oui, ok, ils ne vont pas le faire. Mais avec ce pouvoir-là, c'est sûr que les services de renseignement et puis la sécurité militaire et tous les agences qui s'agglutinent à ce pouvoir-là, les voisins et tout, là, vont dénoncer les gens qui font de la politique. Justement, avec ce que vous nous dites, là, est-ce que ça va vous donner une idée de faire un autre roman à partir de ce qui est vécu en ce moment en Algérie? Est-ce que vous allez donner Oui, d'ailleurs, j'ai un roman qui est en gestation, qui est en projet, et qui va parler de ça. Ben, je vais juste choisir les personnages qu'il me faut, ou des activistes, et puis parler du vécu algérien aujourd'hui. Même si je suis à 7000 km loin de l'Algérie, je vous assure que mon cœur est très, très proche de l'Algérie. Bon, ça, c'est sûr. Donc, je m'intéresse à tout. C'est sûr que je me sens québécois en ayant passé 25 ans ici, mais c'est sûr que j'ai un autre pays là qui a besoin de moi, comme j'ai besoin de lui aussi. Donc, vous avez quand même vous avez encore des gens avec qui vous correspondez en Algérie. Là. Vous avez quand même des gens, de ce soit votre famille, c'est des amis ou des connaissances? Oui, j'ai des amis, j'ai de la famille qui sont restés là-bas. Ben c'est sûr que ils n'ont pas eu la chance ou les moyens que j'ai eu pour sortir, mais je connais beaucoup qui actuellement veulent sortir de l'Algérie à cause de la crise qu'elle connaît aujourd'hui. De tout âge, hein. Il y a même le malheur, c'est qu'il y a des jeunes Algériens qui traversent la Méditerranée pour aller en Europe dangereusement dans des embarcations de fortune où les gens meurent dans la Méditerranée. Hein, ils se retrouvent au large et puis soit l'embarcation, comment on dirait, culbute ou il se noie carrément parce qu'il ne peut pas arriver à terre. Et c'est un drame qui est vécu en Algérie. Tout récemment, il y a eu une dizaine de personnes, dont un chanteur, je pense, un chanteur de musique rail,
la musique raï algérienne, qui est mort, un jeune dans la vingtaine d'années, avec ses compagnons. Ils ont voulu traverser de l'ouest algérien, c'est une ville qui s'appelle Oran, pour aller vers l'Espagne, qui n'est pas trop loin. C'est à peu près, ça, c'est à peu près 200 kilomètres. Mais en cours de route, il s'est passé de quoi et puis ils se sont noyés. Donc c'est très malheureux pour des gens qui veulent quitter le pays parce qu'ils ne trouvent rien à faire. Après l'école, après les diplômes, ils ne trouvent rien à faire. Il n'y a pas de loisirs, il n'y a rien. Donc c'est une jeunesse qui est abandonnée par les pouvoirs publics. Donc la seule manière, c'est risquer sa vie pour prétendre à un autre Eldorado, hein, soit l'Europe ou les États-Unis ou le Canada. Donc il y a eu beaucoup de tentatives comme ça qui sont soldées par des milliers de morts. Et on appelle ça les clandestins. En arabe, c'est les haragas. Je pense que il y a un réalisateur québécois qui a fait un film sur les clandestins. C'est, je ne me rappelle pas de son nom, mais il y a un film réalisé par un réalisateur québécois. Ouais, ouais. Est-ce que là, vous m'avez parlé d'un écrit que vous êtes en train de faire là, pour traduire un peu ce qui se vit en Algérie? Mais est-ce que oui. vous, là, vous venez de me dire, les drames humains, les drames d'Algériens, est-ce que ça, oui. au niveau poétique, est-ce que ça vous interpelle aussi? Ah oui, oui, ben, parce que moi, les poèmes que je fais, ce n'est pas uniquement des poèmes d'amour. C'est beau, hein? Même des poèmes d'amour, tout ce qui est laid, tu peux le rendre beau. Sauf que la laideur d'une condition humaine, tu ne peux pas la rendre belle. Hein? Il faut que tu en parles comme elle est, concrètement. C'est vrai que toutes ces choses m'interpellent. Moi, la nature me parle. Hein? Il y a des mots qui arrivent, et puis je ne les laisse pas partir, ces mots-là. Moi, je les emprisonne dans mon agenda. Et ces mots viennent en vrac. Et puis, je les assemble, c'est comme une abeille qui butine son nectar. Hein? Elle choisit ses fleurs, etc. Moi, je choisis mes mots, je choisis mes verbes. Est-ce qu'ils sont forts, est-ce qu'ils sont faibles, etc. Je fais un vers ou deux, je le remodèle, je le regarde s'ils sont bien, parce que moi, ce qui m'importe dans le thème poétique, c'est beaucoup plus la sonorité musicale. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis influencé par Paul Verlaine et puis Charles Baudelaire. Et tout à fait comme Émile Nelligan ici, hein? Parce que moi, je me reconnais dans les poésies lyriques de Émile Nelligan, que j'aime bien. Hein. Quand je suis venu, je l'ai découvert ici au Québec. Je n'ai jamais lu Émile Nelligan avant. Et j'ai trouvé qu'il y avait une ressemblance entre mes écrits et les siens. Et quand j'ai approfondi ma lecture de Émile Nelligan, j'ai trouvé qu'il me ressemble. Hein, il me ressemble du fait qu'il est influencé par Paul Verlaine, moi je le suis, et Charles Baudelaire, moi je le suis, et j'ai écrit un poème en hommage à Charles Baudelaire comme Émile Nelligan l'a écrit pour Charles Baudelaire. Émile Nelligan dit dans un poème à propos de Charles Baudelaire: Maître, il est beau ton vers, 6 heures sont pareilles, tu nous charmes toujours par ta grâce nouvelle. Parnassien enchanteur du pays du soleil, notre langue frémit sous ta lyre si belle. Et moi, j'ai fait presque... Lisez-le-moi, là, lisez-le-moi. Le poème? Ouais, celui que j'ai écrit, hein. Moi, j'ai écrit, le titre, c'est en compagnie de Charles. Donc, je reprends un peu les termes de Charles Baudelaire dans ce poème. Je dis: car l'ennui me traîne jusqu'au vieux banc de chêne, harcelé sans relâche par ce monstre délicat, un appel au secours
l'esprit de Charles, quelle veine, me sauvera de ses griffes, des recueils sous les bras. Ah, mais c'est bon, c'est bon. Alors, Charles me pria de le lire pour apprendre à l'aimer. Et de mon œil, je m'abîme dans les gouffres de ses vers, d'où surgirent, côte à côte, deux amantes enflammées, Janine, sa compagne, et ma muse tortionnaire. Donc, je parle du Charles Baudelaire, mais je dis que je suis en compagnie de lui, parce que des fois, il me vient en rêve et je discute avec lui. J'ai discuté avec pas mal de poètes, hein, parce que j'ai grandi. D'ailleurs, j'ai suivi mes cours chez les frères Blancs. D'ailleurs, au primaire, on commençait déjà à flirter, si j'ose m'exprimer, avec la littérature française et les poètes. Donc, moi, j'ai grandi avec Victor Hugo, avec Alexandre Dumas, avec Émile Zola, avec Saint-Antoine de Saint-Exupéry, avec Guy de Maupassant, avec tout ce monde-là, j'ai grandi avec. Et les poètes aussi, comme Verlaine, comme Aragon, Baudelaire, Alfred de Musset, etc. Et quand je suis arrivé au Québec, j'ai connu d'autres poètes, hein, qui sont arrivés bien après, parce que la littérature québécoise, quand on était en Algérie, elle ne nous arrivait pas. Est-ce que c'est par rapport au continent qui est loin? Je ne sais pas. Mais on ne la recevait pas. Et arrivé aussi au Québec, je commençais à aller fouiner un peu. D'ailleurs, moi, les livres, je les cherche dans les sous-sols des églises, puis chez les villages des valeurs, etc. Et comme je suis un dévoreur de livres, j'en achète. Et la littérature québécoise, j'ai commencé à la connaître. J'ai lu beaucoup de livres d'André Mathieu, toute la saga des Grégoire, La Tourterelle triste, La misère noire, ben c'est des gros livres aussi, hein. Donc ça donne un peu du temps pour la lecture. Et j'ai connu aussi, c'est des auteurs qui m'étaient complètement inconnus, comme Gabriel Lavallée, Anne Robillard, Arlette Cousture, Gabriel Roy, Régent Ducharme, Anne Hébert, ben, tous ces gens-là écrivent bien. Et dommage, je ne les ai pas connus quand j'étais jeune. Je les ai connus tout récemment en arrivant au Québec. Et les poètes aussi, il y en a qui m'impressionnent, hein, comme Alain Grandbois, par exemple, Roland Guiguerre, Paul-Marie Lapointe, qui était journaliste au Radio-Canada et puis qui écrit bien, c'est un surréaliste. Puis Émile Nelligan aussi. Émile Nelligan, c'est mon meilleur, hein, c'est mon favori. Parce qu'il me ressemble, hein, en tout point. Peut-être pas physiquement, mais dans la tête. D'accord. Donc là, actuellement, là, vous, là, quand vous voulez écrire, vous êtes aujourd'hui, là, M. Abella, il va écrire. Est-ce que c'est organisé, structuré, ou si ça vient? Non, ça vient à l'improviste, hein, c'est le côté inspiratif. Ça vient à l'improviste. Moi, si je suis au bord d'une rivière et puis il y a le calme, vous savez, la nature m'écoute. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas écouter la nature. Mais moi, quand elle me parle, je l'écoute, puis je comprends ce qu'elle me dit. Et juste un passage d'Outarde peut m'inspirer un poème, ou juste le murmure des eaux sur la rivière des Prairies peut aussi. D'ailleurs, j'ai écrit un poème, parce que je l'ai écrit pendant le ramadan passé. Et je passais, je me promenais au bord de la rivière des Prairies, et tout de suite, il y a un poème, un thème qui vient, et puis un poème, et les mots qui arrivent. Donc, je suis choyé, je suis coiffé par mon Dieu. Les mots arrivent, et puis je les emmagasine, et puis hop, arrivé à la maison,
J'aime le calme, j'écris. J'écris dans le calme, hein, dans mon bureau, je ne veux pas avoir de bruit. Et j'écris. Mais quand je suis dehors, j'aime le bruit. Parce que le bruit m'inspire, hein, de la circulation. Même le silence m'inspire, parce qu'on peut écouter le silence aussi. Donc tout ça, moi, c'est la nature qui m'interpelle. Je sors un jour ou le soir, et puis hop, il y a un thème qui me vient. Mais c'est inspiratif. Il y a des journées où il n'y a rien. Il y a des journées où c'est une panne sèche. Là. Mais quand l'inspiration est là, elle est féconde, et puis je peux prendre 2 textes ou 3 textes par nous. D'accord, ça c'est pour la poésie, mais on disait tout à l'heure là, que vous travaillez sur le livre. Là. Ah, le livre, c'est autre chose. Le livre, c'est autre chose, hein, c'est des séquences. Le livre, c'est des chapitres que je prépare un à un, et puis que j'essaie de compléter au fur et à mesure que mes personnages apparaissent. Et s'il y a une idée qui arrive, je la mets en place dans le chapitre approprié. Moi, les idées, je ne veux pas qu'elles disparaissent, mais pour les livres, généralement, je fais 10 chapitres et je peux me situer dans le chapitre. Là où je dois dire ici quelque chose, ou là où je dois présenter mes personnages, ou présenter une nouvelle ou un événement. Donc, je vais chercher les chapitres. Et quand je finis tous ces chapitres-là, je les assemble pour faire mon bouquin. Comme je l'ai fait pour les chiens du temps maudit. C'est la même chose. C'est des séquences. Je suis en Algérie, je vais en Tunisie, je me prépare pour aller au Canada, mais entre-temps, je suis en Tunisie, il y a des chapitres qui me reviennent, c'est comme des souvenirs de ce qui s'est passé en Algérie. Et je vais au Canada, mais les traumatismes me suivent, me poursuivent. Donc même au Canada, il y a des places où je vais et puis hop, je me remémore la tragédie, je me remémore des événements et je les mets comme des rêves en étant éveillé. C'est des images qui me reviennent, des fois insoutenables, et je les mets en relief dans le bouquin. Donc, c'est ça, mon écriture, elle est comme ça. Moi, quand j'écris mon roman, j'aime le calme. Et comme je t'ai dit, je statue avec des chapitres. Tous les chapitres sont là dans mon écran. Et quand une idée m'arrive, je vais directement au chapitre approprié pour y inclure les données nouvelles. Ah non, vous faites comme un genre de schéma général. Exactement. Et ensuite, exactement. Ouais, je ne commence pas à écrire directement là jusqu'à la fin. Non, c'est des séquences. Puis je les assemble pour faire un bouquin. D'ailleurs, comme je l'ai fait pour les chiens du temps maudit. La même chose. Bon. Ouais. Et puis, la suite là, de ce livre-là, là, est-ce que vous avez une idée de sa parution? Oui, parce que ce livre-là, il finit au Canada. Donc, c'est sûr que il y a une vie après être arrivé au Canada. Ouais. Donc, c'est peut-être un peu plus les problèmes d'immigration, les problèmes d'insertion professionnelle, ce qu'on a vécu par rapport aussi aux signes ostentatoires. Tout ça, c'est quand même une très grande matière grise qui est là. Ce qui est arrivé à la mosquée par rapport à l'incompréhension de certains qui ne comprennent pas les musulmans. Et puis, la société québécoise se cherche aujourd'hui. Elle vit avec plusieurs communautés, avec plusieurs cultures. Et il faut essayer quand même de vivre dans une cohabitation sereine qui doit être fructifiante et pour tout le monde. Hein? Donc, on va tous y gagner. Et les Québécois de souche et les immigrants qui arrivent. Moi, je ne me prétends pas être un Québécois de minorité visible ou ethnie, je ne sais pas quoi. Moi, je me revendique en étant un Québécois à 100% d'adoption. Comme mes fils le sont.
Mes filles, j'en ai deux qui sont, oui, j'en ai deux qui sont nés ici, et puis deux qui sont venus d'Algérie avec moi, mais euh, leur mentalité, leurs amis, leur chez-soi, leur amour, tout ça, ils sont québécois, ils sont là. Ils sont là, ils ont grandi ici. Euh, c'est leur pays. Hein. Le pays d'origine, c'est le pays de leur père. C'est tout. C'est le pays de leurs parents. Mais eux, ils sont là. Et donc, on peut rien y faire. Ouais. Je regarde un peu. Je remarque ici, je suis allé sur Internet. Comment? Je suis allé sur Internet voir un peu ce qu'on dit dans vos livres. Mais vous posez une question, là. Vous avez publié dans les maisons d'édition françaises. Oui, mais on peut retrouver les livres ici si on les commande, bien sûr. Il faut les commander. Donc, Renaud Bré, on peut aller voir avec Renaud Bré qui a mes références. Ouais. Et Archambault aussi. Ils ont mes références, donc ils ont juste à taper mon nom et puis trouver les livres. Et si quelqu'un veut les avoir, il se présente et peut les avoir en les commandant via Archambault et Renaud Bré, ou bien directement sur les sites des éditeurs, directement, ou sur Amazon.ca. Ouais, c'est sûr qu'il y a eu une conversion de francs, j'allais dire de francs, d'euros en argent canadien, c'est sûr. Parce que les prix ici, c'est en euros, mais il faut juste faire la reconversion pour savoir le prix qu'il vaudra ici au Canada. Et votre nom, là, en tant que tel, sur les livres, est-ce que c'est M. Abdou? Non, moi, c'est Abella, le nom de famille. Ouais. Abdelkrim, le prénom. Abdelkrim, le prénom. Abdelkrim. Abdelkrim, c'est ça. Abdelkrim. Abella, bon, c'est ça. C'est ça. Bon. C'est AA. Le livre que vous êtes en train d'écrire, là, est-ce que vous allez faire paraître dans une maison d'édition québécoise? Oh, ben, regardez, moi j'ai édité en France. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, hein, parce qu'en France, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'Algériens qui éditent en France, qui se font publier en France. Donc c'est peut-être ça qui m'a mis la puce à l'oreille pour aller publier en France. J'ai beaucoup de confrères qui publient là-bas. Mais c'est une option, on va y réfléchir, on va voir si les maisons d'édition québécoises sont assez compétentes, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aime mieux les éditer ici. Ouais, mais il va falloir faire une sélection, savoir qui est qui, hein, vous savez, parce que pas c'est pas toutes les maisons d'édition qui sont honnêtes aussi, hein, donc il va falloir voir, regarder avec les gens, ceux qui ont publié chez quelqu'un, ils peuvent me le conseiller peut-être. On verra. D'accord. Écoutez, là, on va reprendre les livres. Là. Le premier, il est édité par... Alors, le premier, c'est D'amour et de chagrin. D'amour et de chagrin, oui. C'est lui, voilà. Oui. Abdelkrim Abdella, bon, d'accord. C'est bien ça. On a ça. Lire le descriptif. D'amour et de chagrin, le temps s'écoule, la vie passe, les saisons se succèdent, les histoires s'achèvent. Oui. Et le renouveau se manifeste. Lentement, les feuilles tombent, le soleil. Parce que c'est déjà la présentation qu'en font cette maison d'édition-là, ça nous force à. Oui. Mais ça a été quand même une solution quand même assez récente. Hein? Oui, c'est en 2019. 2019, oui, 2019. Vous voyez là, sur lequel ils disent que je dépeins avec subtilité la complexité des sentiments humains, qu'ils soient amoureux ou source de tourments. Ouais. C'est ça qui dit dans. Ouais.
Donc là, j'invite donc les chefs spectateurs, chefs spectatrices, je vous invite à vous procurer ce livre-là, D'amour et de chagrin, édité par les éditions. J'ai donc. Je donc. Je donc, c'est D'amour et de chagrin de M. OK. Abella. C'est une belle poésie. Et puis, strophe écorchée, ouais. Le deuxième, c'est ce livre-là, on va essayer de le montrer. Strophe écorchée. C'est bien ça. Écorché. Pourquoi vous dites strophe écorchée? Parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont blessants pour l'humanité. Hein. Il y a des thèmes de guerre, la famine, mais tout ce qui interpelle la conscience humaine. Hein. Donc, les gens doivent aider, doivent se pardonner, etc. C'est pour ça que j'ai mis écorché, c'est comme quelqu'un qu'on blesse. Hein. C'est des strophes écorchées. Parce qu'il dit ici, c'est que M. Abdelkrim Abella est fruit, mais la frugalité glisse sur son l'air promis à la générosité, à la frugalité, à la luxuriance. En rétractation, il nous réinvente l'espoir. Le ressasse, le sublime. Le sublime, le câlin. Et le câlin presque, oui. Oui. Parce que. Allez-y. Oui, parce que l'espoir, là, il est saisissable en fin de compte. Hein. C'est sûr qu'il est loin, mais il est saisissable. Donc, on essaye, en se comportant bien, en aidant l'autre, etc., à avancer. Et puis, l'espoir, c'est comme une amoureuse. Hein. Tu le tiens, tu le câlines, tu le flattes, etc. Donc, c'est ça. Ça, c'est une préface qu'un ami m'a faite. Il a lu mon bouquin, puis c'est un ami journaliste, écrivain, qui m'a fait cette préface que je trouve vraiment sublime. Un bel écrit. Ouais. Là, ils font sur le site, ils offrent un frais de roule. J'ai offert mon corps aux agrands de l'exil. Mon âme rayonne de joie à son souvenir. Oui. Oui, là, je parle de l'Algérie. C'est sûr que je suis en exil. Je dis que j'étais forcé de partir de l'Algérie. On m'a forcé. C'est comme si tu enlèves un biberon à un nourrisson. Donc, moi, j'ai laissé ma mère patrie, j'ai laissé ma mère en fin de compte, et puis j'ai fui tout simplement pour aller vers des ciels cléments. Et puis au Québec, oui, j'ai trouvé un ciel radieux, là, je vous le dis. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Mais on n'oublie pas sa mère. On n'oublie pas sa mère. Non, on parle de vous. Aujourd'hui, à la retraite, lorsqu'il n'est pas privé, lorsqu'il n'est pas arrivé à son écran d'ordinateur, il passe du temps à jardiner. Ah oui, ben, je commence déjà. J'ai mis déjà les semences. Oui. Ah oui, il fait beau au Québec. Bon. Et puis, la terre est généreuse. Oui. Ouais. Ben, je le parle, les fleurs. Hein. J'ai fait un poème sur les tournesols, j'en avais planté, je leur parlais aussi, comme des petits bébés. En arrivant qu'ils grandissent. Et finalement, votre roman, Les chiens du temps maudit. Les chiens du temps maudit. Les chiens, là, je parle des autorités, je parle de tous les acteurs tous les acteurs qui ont quelque chose avec la tragédie algérienne, qui ont commis des atrocités, qui ont volé, qui ont délapidé, qui ont tué, qui ont jeté des familles entières dans les rues et à l'exil. Hein, donc, c'est ça. Donc, tous ces gens-là, c'est les chiens du temps maudit.
Le temps maudit, c'est la décennie noire, c'est les 10 années de guerre civile passées en Algérie. Donc, c'est ça, c'est un temps maudit pour tous les Algériens. On a connu la guerre avec les colons français. C'était une guerre contre un ennemi visible. Donc, ton ennemi est là, tu le vois, hein, il n'est pas étranger. Mais une guerre fratricide, ton ami est parmi toi, disons, ton ennemi est parmi toi. Hein? Comme je l'ai dit, il se peut que ce soit un cousin ou un voisin, ou il te ressemble, il parle la même langue, donc tu ne sais pas à qui affaire. Là, tu te tais, tu ne parles pas beaucoup, tu ne parles pas politique, tu te montres le moins démocrate possible parce que pendant ce temps-là, les démocrates étaient montrés du doigt et persécutés. Puis on était pris entre deux feux, entre le marteau du pouvoir et l'enclume des terroristes. Donc, c'est ça. Hein. Tu ne sais pas si c'est... Ben, le pouvoir, on savait que c'est un pouvoir assassin, il tuait aussi. Et les terroristes, tout le monde pouvait être terroriste parce que celui qui avait un règlement à rendre avec quelqu'un, il l'attendait au tournant, hein, et puis il le tuait. Et puis on collait tout ça sur l'islamisme armé et puis les terroristes. Donc, la victime est là, la cible est là, et l'auteur supposé est là. Hein, donc, c'est le terrorisme. Allez, c'est le terrorisme. Et quand tu ne sais pas à qui tu as affaire, parce que c'est une hydre terroriste que tu ne peux pas combattre, qui est invisible, qui a plusieurs facettes, le meilleur moyen est de disparaître. Le meilleur moyen est de partir. Parce que tu sais que tes écrits peuvent t'amener des représailles pour ta famille, pour toi-même. Tu mets ta vie en danger dans un pays où l'exercice du journalisme était fort risqué. Mais on devait gagner sa vie quand même. Hein? Donc, quelqu'un qui est journaliste doit faire son travail de journaliste. Et c'est ça. Et il n'y a pas que les journalistes qui n'étaient pas épargnés. Il y avait aussi les militants politiques, les présidents de partis politiques, les enseignants de français. Parce que ces gens-là n'aimaient pas que les gens enseignent en français. Les femmes qui ne mettent pas le voile. Mais je ne dirais pas que c'était uniquement les islamistes armés qui tuaient. Non, il y avait une faction du pouvoir aussi qui tuait, notamment les services du renseignement algérien, qui tuaient, qui faisaient infiltrer des terroristes dans des campagnes de liquidation et de liquidation physique de masse. Hein, de masse. Et voilà, donc, quand tu es désarmé, tu as juste ta plume pour dénoncer, tu fouilles. Ou tu restes pour mourir, une des deux. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'ai choisi de fuir. Est-ce le bon choix? Oui, je dis oui, c'est le bon choix. Parce qu'après moi, il y a eu beaucoup de journalistes aussi qui ont été tués. Beaucoup de militants qui ont été tués. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a des tortures et puis du harcèlement policier atroce. Hein? Atroce, ça continue. Donc, ce pouvoir, est-ce qu'il va partir? Moi, je l'espère bien. Est-ce que pour le bien du peuple algérien, qui aspire à la liberté, à la démocratie, comme toutes les sociétés développées. Et c'est un pays qui est riche en potentialité. Donc, c'est vraiment un drame de voir un pays riche comme l'Algérie vivre sous la houlette d'une poignée d'hommes. Hein, c'est à peu près quoi? Hein, c'est une dizaine ou une vingtaine d'hommes là, qui tiennent l'Algérie en otage. Hein. Il y a 40 millions d'Algériens. Il y a une dizaine de gens qui ont le pouvoir et l'argent. Donc, ils mènent le bal. C'est eux les chefs d'orchestre. Donc, c'est ça. Donc, les gens dénoncent avec les organisations internationales des droits de l'homme, etc., pour amener ce pouvoir à laisser place à la jeunesse, à laisser place aux compétences, et puis partir, tout simplement.
Puis le peuple algérien ne demande pas la punition de ces gens-là. Il dit, vous avez pris de l'argent, vous avez ruiné l'Algérie, ben partez, c'est tout. On ne demande rien, on ne va pas vous punir, mais partez. Ils ne veulent pas partir, ils sont là. Ils sont là. Voilà. Bon, on va parler maintenant de la suite là, de votre roman. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Ouais. Je ne vous le cache pas, au Québec, on ne donne pas beaucoup d'entretien aux auteurs qui viennent d'ailleurs. Hein. Pourtant, on écrit bien. On écrit bien, je vous assure. On écrit très bien. Ça, là, de ça, là. Et Ouais. moi, ce que je vous souhaite, c'est que vos projets d'écriture, vos sources fortes, que ce soit l'Algérie ou, comme vous disiez tout à l'heure, la nature qui entre en vous, puis que, enfin, vous, elle s'éteint, et puis également ce qui se passe en Algérie, mais ça vous tient à cœur. Donc, peut-être, imaginez un roman qui, à partir Oui. de vécu, là, vous dites, vous avez des amis, vous avez des connaissances là-bas qui peuvent vous Exactement. donner des nouvelles de ce qui se passe. Puis vous, en tant qu'écrivain, êtes en mesure de livrer cette Ces chose-là. témoignages, ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui, avec tout le ressenti que j'ai, c'est sûr que je peux les transposer et puis faire découvrir ma poésie et puis mes ressentis à un lectorat québécois, un lectorat beaucoup plus francophone, hein, parce que j'écris en français. Donc, plus la province étant francophone, j'espère que les gens lisent beaucoup en français. Même si on a quelques auteurs québécois qui écrivent en anglais, c'est beau aussi parce que le Canada est vaste et c'est beau. Mais je vous dirais aussi que la situation au Québec m'intéresse aussi. Hein. Moi, je suis rivé aussi à la télévision et tout ce qui se passe au Québec parce que ces événements m'entourent et je veux comprendre comme la gestion de la crise de la COVID-19 ou les élections, etc. Ben, je suis dans un pays où je vis, où je réside, puis je mange québécois, je respire québécois, et je ne vois pas pourquoi je vais délaisser le côté politique de la chose, comment gérer le Québec, ou économique, et toute l'évolution aussi de l'écrit, la littérature québécoise, les artistes québécois, j'en ai connu aussi, hein, les humoristes québécois que j'aime bien d'ailleurs, parce qu'ils me font rire, et les artistes québécois aussi, dans les beaux-arts et tout ça. J'aime bien, j'aime bien. On est dans un pays diversifié et que chacun de nous apporte ce qu'il a pour enrichir le Québec. Finalement, c'est ça notre but. C'est enrichir le Québec et en profiter tous. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup, monsieur. Vous me donnez monsieur Abella, là, c'est plus. Merci beaucoup, Monsieur Kipton. Mais je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Puis j'espère que ça va se renouveler au fur et à mesure que j'avance dans mes écrits, au fur et à mesure que j'édite. Et voilà. Et j'espère que mes amis québécois puissent jeter un coup d'œil à mes écrits et m'encourager à écrire plus, à me donner à fond. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, un plaisir. Donc, Voilà, ça a été un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, je vous invite donc à vous procurer les livres de M. Abelard, son roman, Les chiens du temps maudit, qu'on peut se procurer dans les principales librairies du Québec. Donc, notamment chez Archambault. On a aussi comme autre livre, un instant, D'amour et de chagrin, c'est un recueil de poémie. Et ensuite, le dernier nom que j'ai mentionné, c'est Les strophes écorchées. Donc, ces trois livres-là de M. Abella sont disponibles ici au Québec. Vous pouvez toujours aller sur Archambault et puis
également chez Amazon ou autrement pour vous procurer ces 3 livres-là. Fait que je remercie encore M. Amela, je remercie CTRB TV de permettre cette émission, Xavier et à William, les techniciens. Et je vous remercie surtout, vous, téléspectateurs et téléspectatrices, de votre fidélité à cette émission. Fait que à la prochaine. Merci beaucoup.